Les avancées autour de la NMO sont énormes depuis 10 ans, tant en termes de diagnostic que de traitement et d'organisation et de structuration. Docteur Julie Pic, comment, alors on va commencer un petit peu par le début, on va aller vite, puis on va voir qu'est-ce qui est de nouveau, quelles sont les actualités. Rapidement, comment se réalise le diagnostic de NMO à l'hôpital? Peut-on encore confondre la NMO et la CEP? Parce qu'en fait, il y a des symptômes moins caractéristiques pour la CEP que pour la NMO, donc ça peut être plus risqué d'avoir des confusions concernant la CEP, mais quelles avancées majeures pour le diagnostic? Très bonne question. Il faut, je pense, se rendre compte que on parle ce soir de NMO, mais on parle globalement de maladies inflammatoires rares du système nerveux central, donc du cerveau et de la moelle épinière, et que toutes ces maladies partagent des symptômes qui sont communs, qui sont difficiles à différencier d'un point de vue purement clinique, purement des symptômes, et que petit à petit sont nées tout un tas de choses, hein, et notamment de techniques d'immunologie qui nous ont permis de faire un petit peu de tri dans ces maladies. Je pense que l'historique tel que a commencé à en parler le professeur Marinier est important pour comprendre la façon dont on raisonne et la façon dont on a appris à connaître cette maladie. C'est que il y a quelques siècles de ça, on ne connaissait que la sclérose en plaques. Et que petit à petit, on a remarqué qu'il y avait des patients dont on pensait qu'ils avaient une sclérose en plaques, mais qui avaient des symptômes qui étaient un petit peu particuliers, qui touchaient par exemple particulièrement le nerf optique, la moelle épinière, qui étaient plus graves. Et petit à petit, on a pu démembrer toutes ces maladies, et il reste encore aujourd'hui beaucoup de travail pour démembrer ces maladies, puisque ce qui a permis de faire énormément avancer des choses, comme je l'ai dit, c'est l'immunologie, donc la découverte des anticorps. Donc, dans la NMO, on a mis en évidence un anticorps spécifique qu'on appelle l'anticorps anti-aquaporine 4. Quelques années plus tard, l'anticorps anti-MOG. Et aujourd'hui, il reste encore tout un tas de patients qui ont des maladies inflammatoires qui ne sont pas des scléroses en plaques, dont on sait aujourd'hui, on est capable de dire qu'il y a des atypies et que ce ne sont pas des scléroses en plaques pour tout un tas de raisons, mais qui n'ont pas ces anticorps. Donc, ces fameux patients qu'on dit séronégatifs, qui n'ont pas d'anticorps dans le sang, mais qui regroupent probablement un fourre-tout de maladies encore, qui sont différentes les unes des autres. Et donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, et la recherche est très active. Et quand on ne sait pas, on dit plutôt sclérose en plaques atypique ou on dit plutôt NMO atypique quand le diagnostic n'est pas encore sûr? J'ai plutôt l'impression d'entendre sclérose en plaques atypique. Alors, c'est pas tellement notre façon de faire. Il y a plusieurs situations qui sont différentes, effectivement. Des fois, on a l'impression que la maladie va évoluer vers une sclérose en plaques, mais c'est quand on se place très tôt, finalement, dans la maladie et qu'on n'a pas encore tous les critères pour parler de sclérose en plaques, mais notre expérience et notre expertise nous fait dire que probablement la maladie va évoluer dans ce sens-là. Et puis, on a des situations où vraiment on a ce qu'on appelle, nous, des drapeaux rouges, c'est-à-dire des choses vraiment très atypiques pour une sclérose en plaques. Et à ce moment-là, on ne parle pas de sclérose en plaques atypique, on dit que c'est une autre maladie inflammatoire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à étiqueter. Et je pense que ce qui est très important, c'est de communiquer, en fait, d'expliquer aux patients qu'on a en face de nous nos certitudes, nos incertitudes, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et comment on peut les prendre en charge malgré tout et comment on peut avancer avec aussi finalement le temps qui donne souvent beaucoup de réponses et un suivi qui est indispensable même quand on a du mal à étiqueter les maladies. C'est peut-être aussi ça qui a un petit peu changé au cours des années, c'est que l'importance du suivi et que quand on ne sait pas, il faut continuer à voir les gens. Alors justement, on voit que c'est pas toujours évident de mettre une étiquette, de labelliser. Et professeur Marinier, justement, vous êtes à l'origine d'une classification des maladies rares, du spectre de la NMO ou NMOSD, ainsi qu'aux autres maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle épinière. Alors, à quoi sert cette classification? Autant pour le diagnostic que la thérapeutique. Julie vient de le dire, quoi qu'il en soit, les patients, pour qu'on les prenne en charge, est-ce que vraiment c'est fondamental de mettre la bonne étiquette en face? C'est une vraie question. C'est-à-dire que parfois, on peut se dire quand on est patient, finalement, qu'est-ce que ça change pour moi d'être sclérose en plaques atypique ou NMO atypique? Et on s'est rendu compte, là, c'est plus grâce à des travaux fondamentaux, que ces maladies, même si elles partagent quand même beaucoup de choses sur le plan clinique, sur le plan de l'expression des symptômes, elles sont très différentes sur le plan des mécanismes et potentiellement très différentes sur le plan de l'évolution et donc très différentes sur leur prise en charge. Donc, c'est pas uniquement des considérations intellectuelles de se dire dans quel cadre je vais rentrer les patients, quel est le diagnostic, ça a un impact majeur sur la prise en charge ultérieure. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un travail qui date d'une vingtaine d'années maintenant avec l'identification au fur et à mesure de ce qu'on appelle de marqueurs
qui nous permet de mieux catégoriser ces maladies les unes par rapport aux autres pour apporter ensuite une prise en charge beaucoup plus spécifique à chacun des patients. Donc, la première révolution a été l'identification, dont a parlé le docteur Pic, d'un biomarqueur spécifique de la NMO qui n'est malheureusement pas présent chez tous les patients, qui est ce fameux anticorps anti-aquaporine 4, qu'on appelle aussi anti-NMO. Ça a été la première révolution qui a permis d'apporter un premier set de critères diagnostiques qui sont apparus en 2006, qui ont déjà commencé à permettre de distinguer très clairement la sclérose en plaques de la NMO. Et puis, on s'est rendu compte que dans ce groupe de patients NMO, il y avait des présentations qui étaient moins connues, notamment des présentations à type de nausées, de vomissements incoercibles ou des troubles du sommeil qu'on n'avait pas envisagé initialement. Donc, ça, on a finalement commencé à modifier un peu ce spectre qui va au-delà donc, de la NMO. C'est pour ça qu'on parle de NMO Spectrum Disorder, de NMO-SD aujourd'hui. Et puis, on s'est rendu compte aussi que certains patients n'avaient pas l'anticorps et avaient un autre anticorps, donc la MOG. Et là, on a ouvert un nouveau champ qui est la maladie associée aux anticorps anti-MOG. Et là, je profite de cette tribune pour rappeler que c'est deux maladies qui sont très différentes en fait. Et aujourd'hui, nous, en tant que neurologues, on ne parle plus de NMO pour les patients qui ont une maladie avec des anticorps anti-MOG. C'est très important parce que si vous tapez sur Internet NMO, vous allez avoir une vision d'une maladie qui est très différente de celle de la MOGAD. Un des messages à dire ce soir, c'est que cette classification a un impact majeur, comme je vous l'ai dit, sur le plan du diagnostic, mais surtout sur les conséquences thérapeutiques et d'évolution. Et la MOGAD, la maladie associée aux anticorps anti-MOG, va évoluer de façon très différente de la NMO. Il y a une troisième partie que connaît bien Mme Mazari, qui est ce qu'on appelle la NMO séronégative. Double séronégative maintenant avec l'apparition des anticorps anti-MOG, peut-être que ce sera même triple séronégative un jour, qui est finalement un peu encore la zone, je dirais, grise, dans le sens où malheureusement, là il faut être honnête, il y a moins d'avancées sur le plan thérapeutique, moins d'avancées sur le plan de la recherche, parce que, comme l'a souligné le docteur Pic, ça reste probablement une classification qui n'est pas très satisfaisante. On va mélanger des maladies qui, probablement à l'avenir, seront identifiées comme différentes. Et donc, pour information, vous êtes peut-être déjà au courant, mais la Guthrie-Jackson, qui est donc une association américaine, qui a beaucoup fait aussi faire mieux connaître la NMO et a donné beaucoup d'argent, d'ailleurs pour la recherche autour de la NMO, va proposer la réalisation de nouveaux critères pour essayer de mieux caractériser ces patients, NMO dit double séronégatif, pour permettre des travaux de recherche spécifiques et en espérant aboutir à une meilleure compréhension et une meilleure prise en charge de cette zone encore un peu grise de la NMO, qui est la NMO dite double séronégative. Au-delà du caractère médical et scientifique, il y a un impact majeur derrière, vraiment pour le patient. Là, ce n'est pas juste le plaisir de faire des cases pour ranger les gens aux bons endroits, c'est qu'il y a plein d'incidences derrière. C'est qu'en les rangeant aux bons endroits, il y a des incidences, autant pour le diagnostic que pour la thérapie. En revanche, vous aviez dit tout à l'heure que l'élève de Gênes de Vic, Fernando, avait appelé cette maladie la neuromyélite optique. Et finalement, j'ai l'impression que ce terme a été lâché pour maladie de Vic. Et il y a encore beaucoup de patients qui font des confusions. J'ai la maladie de Vic, à anticorps, anti-NMO, et est-ce qu'on pourrait, de façon très simple, rappeler comment les termes ont évolué et peut-être continuent à évoluer. Mais rappeler vraiment... Si on prend l'historique, il y a eu la première proposition neuromyélite optique, qui était une proposition tout à fait clinique. C'était une description d'un cas d'une patiente, malheureusement, qui a évolué de façon très défavorable et qui avait de façon simultanée atteinte du nerf optique et de la moelle épinière avec un respect du cerveau. On a parlé de neuromyélite optique parce que c'était une maladie qui touchait préférentiellement, voire exclusivement dans son cas, le nerf optique et la moelle épinière. En 1907, un neurologue étranger a proposé d'associer le terme de maladie de Vic à cette NMO, un peu en hommage à cette première description. Et le problème, c'est que derrière, en fait, ça a resté. Et derrière ce terme de maladie de Vic, on a mis beaucoup de choses qui sont très différentes, notamment des causes, par exemple, infectieuses, des tuberculoses qui pouvaient donner, qui étaient une maladie endémique au début du XXe siècle, des atteintes du nerf optique et de la moelle épinière. On a appelé ça maladie de Vic. Donc, vous voyez la confusion. Alors, ça n'a aucun rapport, bien sûr, avec la NMO décrite initialement par Eugène de Vic et Fernando. Donc c'est pour ça que nos collègues américains, parce que déjà c'était un neurologue français, et puis aussi pour clarifier les choses, ont voulu mettre de côté le terme d'Eugène de Vic, qui n'est quasiment plus utilisé, à part en France, maladie de Vic, on utilise plus ce terme-là. Et donc on proposait d'abord neuromyélite optique par la définition, on va dire, clinique, ensuite le spectre, donc le SD, parce que finalement ça va toucher d'autres territoires que le nerf optique et la moelle épinière. C'est le terme un peu utilisé. Le problème, vous l'avez souligné, c'est qu'il y a une confusion aujourd'hui entre le terme de neuromyélite optique et le statut avec des anticorps. Et pour la majorité des cliniciens, et je pense des patients aussi, quand on dit neuromyélite optique, on a en tête les anticorps anti-aquaporine 4.
on s'associe à ce groupe, mais si on est très honnête, au bout du raisonnement, si on prenait le terme de neuromyélite pour ce qu'il est, des patients qui ont une atteinte du nerf optique et de la moelle épinière, on pourrait avoir des patients avec une sclérose en plaques, avec une MOGAD, avec une neuromyélite double séronégative, avec une neuromyélite à anti-aquaporine 4. Donc c'est pour ça qu'il y a une confusion et qu'on va proposer de nouveaux critères pour clarifier un peu cet élément de confusion qui, en fait, je pense qu'il est délétère pour les patients, même pour les cliniciens, parce qu'ils ne savent plus trop sur quel pied danser. Quand on en parle de neuromyélite optique et qui ne sont pas experts dans le domaine, ils voient tout de suite, c'est comme l'aquaporine 4, donc il faut être très agressif sur le plan thérapeutique, alors que ce n'est pas le cas pour toutes les neuromyélites optiques, notamment quand on parle de MOGAD. Donc, il est peut-être, on va revenir un jour au terme de maladie de vie qui permettra de définir une maladie pas par sa présentation clinique, mais peut-être par ses mécanismes physiopathologiques. Est-ce qu'on peut faire le point sur les 3 traitements commercialisés à ce jour et les progrès que vous attendez? Tout à fait. Donc, effectivement, la recherche sur la NMO a été extrêmement riche sur les dernières années. C'est une maladie qu'on a commencé à traiter comme toute maladie qu'on découvre avant d'avoir des données scientifiques robustes sous forme d'essais thérapeutiques, puisqu'il faut bien proposer un traitement aux patients avec un essai thérapeutique. Ça prend des années d'abord à mettre en place, à réaliser, puis à analyser. Petit à petit, la prise en charge de la NMO s'est construite comme ça, avec des traitements historiques, puis le rituximab qui a été réfléchi sur des mécanismes, en tenant compte vraiment des mécanismes de la maladie et de la présence de cet auto-anticorps. Il y a eu un premier essai thérapeutique donc avec le rituximab, qui est un essai académique asiatique, qui montrait des bons résultats, alors, sur un petit nombre de patients, mais c'était un mérite d'être le premier essai thérapeutique dans la NMO. Et puis, donc, petit à petit, les laboratoires pharmaceutiques sont aussi intéressés à cette maladie. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a 3 molécules disponibles avec des indications qui sont un petit peu différentes les unes des autres. Donc, l'éculizumab, le Soliris, le satralizumab, l'Inspring, et l'inebilizumab, l'Uplizna. Donc, les 2 premiers sont commercialisés, utilisables. Le dernier a eu une autorisation qu'on appelle d'accès précoce. Donc, c'est les anciennes autorisations temporaires d'utilisation. Donc, c'est devant le faible champ thérapeutique de la maladie, nos autorités de santé ont permis d'utiliser ce traitement avant qu'il soit complètement commercialisé. Le rituximab, ça reste aujourd'hui donc le premier traitement prescrit. C'est un traitement qui est effectivement un vieux traitement, un vieux médicament, mais du coup qu'on connaît extrêmement bien. On connaît extrêmement bien parce qu'on l'a utilisé dans d'autres maladies aussi. On l'utilise dans la sclérose en plaques, qui sont cousins maintenant de la sclérose en plaques, où il y a beaucoup plus de patients. Donc, on a une expérience de ce traitement qui est très importante et qui nous permet d'avoir une maîtrise du traitement et une connaissance du traitement qui est extrêmement satisfaisante. On sait que c'est un traitement qui est extrêmement efficace. Aujourd'hui, donc, vous avez parlé de l'essai thérapeutique qui était de petite envergure, mais comme le traitement a été beaucoup utilisé dans la NMO, on a quand même des données qui sont solides, même si on n'a pas un gros essai thérapeutique pour dire qu'il est extrêmement efficace. Notre expérience, c'est que les échecs de rituximab sont quand même relativement exceptionnels. Et que je pense qu'il faut avoir en tête une règle d'or, je pense pour nous, c'est qu'on ne change pas un traitement qui fonctionne et qui est bien toléré. Donc les gens qui sont déjà sous traitement, qui le supportent bien et qui sont stables depuis des années, je pense que c'est une très mauvaise idée d'aller proposer un changement de traitement dans cette situation-là. Voilà, c'était important de le préciser pour les patients qui commencent qui pensent que tout ce qui est nouveau est mieux, alors que parfois, les molécules qu'on connaît bien. Les nouveaux traitements ont le mérite d'être là, de nous proposer des alternatives en termes de mécanismes d'action pour les gens qui ne répondent pas au rituximab, ça existe malgré tout, pour des gens qui vont mal tolérer ce traitement. Donc c'est très riche et on est très content d'avoir des alternatives thérapeutiques. Mais il ne faut pas forcément balayer le rituximab pour autant et surtout être prudent quand on discute de changement de traitement. Et qu'est-ce que c'est de mal tolérer le rituximab, par exemple? Parce que ça, on en parle, les patients en parlent beaucoup. Ouais. Alors, nous, notre inquiétude de médecin, je pense, principale, mais avec finalement tous les traitements, des plus vieux aux plus récents de la neuromyélite optique, vont tous impacter le système immunitaire d'une manière ou d'une autre. Donc, notre inquiétude principale, ou notre point de vigilance principal plutôt, c'est les infections. Qui peuvent être parfois sévères. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on est extrêmement vigilant. Sur la question du rituximab, il y a
Sur le risque infectieux, il y a un point un petit peu spécifique. Le rituximab, donc c'est un médicament qui va aller cibler les lymphocytes B, qui est une cellule qui produit en partie les anticorps. Hein. Et donc chez certains patients, mais pas chez tout le monde, hein, ces anticorps vont avoir tendance à diminuer au cours du temps. Et on sait que cette diminution des anticorps, donc on appelle l'hypogammaglobulinémie, est corrélée à un risque infectieux parfois, quand cette diminution elle est importante. Donc ça, c'est un point de surveillance aussi qui est très importante. Et après, il peut exister d'autres intolérances au traitement qui sont plus rares. Hein. Après, c'est toujours une discussion à avoir au cas par cas entre le patient et son neurologue. Docteur Julie Pic, juste avant de passer la parole au professeur Marinet sur tous les aspects structure, qu'on comprenne bien comment tout ça s'organise. Quid des patients séronégatifs qui sont ni MOGAD ni NMO? Alors, est-ce qu'ils sont délaissés? Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé tout à l'heure. Hein. Non, alors, on ne les délaisse pas. Encore une fois, dans les patients séronégatifs, il y a tout un tas de profils. Il y a des profils très proches des anticorps anti-aquaporine 4 qu'on a tendance à traiter comme tels, du coup, notamment avec le rituximab. Il y a des patients qui ressemblent beaucoup à des MOGAD et qui n'ont effectivement pas d'anticorps, avec la difficulté un peu particulière dans cette maladie, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est que l'anticorps anti-MOG est plus labile, on va dire, que l'anticorps anti-aquaporine 4. Et chez certaines personnes, il va disparaître à distance de la poussée. D'accord. Réapparaître au cours des poussées. Enfin, voilà, il peut fluctuer, donc ça nous complique un petit peu la vie. Et puis, il y a des patients qui sont dans aucune de ces catégories-là. Donc, non, on a des traitements à proposer, on a des traitements immunosuppresseurs historiques, des choses qui nous aident à proposer tout de même une prise en charge thérapeutique qui doit vraiment être discutée au cas par cas. Pour le coup, c'est compliqué de généraliser. Mais non, ils ne sont pas délaissés. On m'a rapporté, le cas d'une... hier, je discutais avec une... à se reconnaître, je l'embrasse très, très fort, qui me disait que son anticorps, elle était double séronégative et il est apparu au bout de 4-5 ans. Anticorps anti-MOG? Non, AQP4. Est-ce que c'est lié à la manière dont à la technique ou est-ce que l'anticorps AQP4 peut apparaître à un moment? Sachant que oui, que c'était avant, je ne sais pas, 2020, quelque chose comme ça. Ouais, c'est une question majeure, puisque le diagnostic de ces deux maladies à anticorps, la MOGAD et la NMO aquaporine 4, repose fortement, pas exclusivement, sur la présence de l'anticorps. Donc, il y a un poids majeur qui est mis sur la technique de détection. Donc, c'est pour ça qu'il y a des centres de référence de diagnostic en France. Il y en a deux. Il y a Lyon, notre équipe, et puis il y a le Kremlin-Bicêtre à Paris du professeur Kumaran Deiva, qui apporte des tests de diagnostic qui ont été validés par des essais scientifiques, des collaborations internationales. Donc, il faudra quand même toujours être vigilant et prudent, que ce soit neurologue ou patient, concernant ce statut sérologique. Et quand, comme le dit le docteur Pic, on a un tableau clinique qui est très évocateur d'une de ces maladies, il faut savoir redoser et éventuellement demander à des centres de référence, comme le nôtre ou celui du professeur Deiva, de recontrôler. Alors parfois, on a des fluctuations plutôt dans l'autre sens, plutôt des patients qui sont d'abord positifs et qui vont se négativer, ce qui peut poser problème, parce que quand on arrive... Sous traitement, ça peut arriver, notamment sur rituximab. Mais malheureusement, c'est un faux ami. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'anticorps disparaît que la maladie disparaît aussi. Ça, faut en être conscient. Ça, il faut, oui. Parce que ça, c'est important. Parce que si un patient qui a la neuromyélite optique, qui avait l'anticorps AQP4, il dit maintenant, moi, j'ai plus l'anticorre, j'arrête le traitement. Parce que c'est le cas, c'est une très mauvaise idée. C'est souvent le cas pour la MOGAD. Et c'est une maladie totalement différente. Tout à fait. Alors, je fais un petit aparté tout de même sur les traitements. On a beaucoup parlé des nouvelles molécules thérapeutiques qui sont toutes uniquement dédiées aux patients ayant une maladie aquaporine 4 positive. Malheureusement, pas pour les patients dits séronégatifs. Bon, voilà, il faut le savoir. Zut. C'est pas une très bonne nouvelle. Et puis, par ailleurs, il y a des essais thérapeutiques qui viennent juste de commencer, spécifiques à la MOGAD. Il y a des patients qui vont être recrutés. Vous êtes peut-être mis collaboration pour ces essais thérapeutiques qui commencent dans la MOGAD en France. Alors, nous avons une question sur la différence de maladie entre NMO et anticorps MOG et NMO en double séronégativité. Est-ce qu'il s'agit d'une maladie similaire sur les symptômes et qui divergent ensuite sur le plan des traitements et des évolutions connues de la maladie? Ou y a-t-il d'autres enjeux et différences à connaître? Déjà, il y a une première partie de réponse qui est tout à fait vraie. C'est des maladies qui vont se ressembler sur le plan des symptômes, mais qui vont effectivement différer sur le plan de l'évolution et des traitements parce que les mécanismes sont différents, en fait. Globalement, si on résume les choses, la NMO aquaporine 4 est une maladie d'une cellule qu'on appelle l'astrocyte, qui est une cellule importante du fonctionnement du système nerveux. Dans la MOGAD, c'est une autre type de cellule qu'on appelle l'oligodendrocyte qui produit la myéline. Et malheureusement, dans la double séronégative, on ne sait pas quelle est la cause de la maladie. Ce qui est sûr, c'est que comme ces mécanismes sont différents, l'évolution va être différente et la réponse au traitement va être différente. Globalement, la NMO aquaporine 4 est une maladie qui va évoluer vers des poussées qui sont obligatoires sans traitement et qui vont être souvent dévastatrices. Donc, nécessite absolument un traitement, comme l'a souligné Mme Mazzari, à vie.
aujourd'hui. On n'a pas de moyen d'arrêter un traitement dans l'anémie aquaporine 4. Dans la MOGAD, c'est très différent. Un certain nombre de patients, jusqu'à la moitié des patients, n'auront pas de deuxième épisode. Certains patients vont avoir un deuxième épisode qui va être très tardif, qui peut être parfois beaucoup moins sévère. Il n'est pas rare de ne pas proposer de traitement aux patients ayant une MOGAD. Pour la double séronégative, comme on ne connaît pas très bien les choses, on est plutôt proactif en proposant un traitement en se disant, compte tenu du risque potentiel de handicap, on va ouvrir entre guillemets le parapluie et traiter les patients, même si ce n'est pas super confortable, parce qu'il y a probablement des patients qui ne nécessiteraient pas de traitement et qui sont peut-être surtraités dans la NMO double séronégative. Alors, nous avons deux questions en lien avec le rituximab sur les dosages. Donc, on a entendu Souad qui disait il ne faut pas arrêter le rituximab comme ça, juste sous prétexte qu'il y a des nouveaux traitements. Et donc, il y a une question assez pertinente, c'est alors si pas de changement de traitement, quels sont les nouveaux dosages pour les personnes qui reçoivent le rituximab depuis plusieurs années? Alors, c'est une question qui est très intéressante et qui nous préoccupe beaucoup, donc qui est tout à fait d'actualité. C'est une question qui est compliquée parce que, comme je l'ai dit, le rituximab a été utilisé de manière plutôt empirique au début, de par son mécanisme, et que finalement, un seul essai thérapeutique a eu lieu et de faible effectif, donc peu de patients concernés. Et donc, l'habitude par analogie avec d'autres maladies a été au départ d'utiliser du rituximab à 2 grammes tous les 6 mois, donc 1 gramme suivi d'un autre gramme 15 jours plus tard, et ça tous les 6 mois. On s'est rendu compte petit à petit que probablement cette dose était trop importante, ou en tout cas une dose inférieure permettait d'obtenir le même contrôle de la maladie. Donc, petit à petit, de manière assez naturelle, finalement, tous les centres ont réduit la dose et sont passés à plus qu'un seul gramme tous les 6 mois. Et actuellement, justement, on se pose beaucoup de questions sur est-il possible de réduire encore cette dose de rituximab, de passer par exemple à 500 mg, tout en obtenant le même effet. Avec le rituximab, on a la chance d'avoir un marqueur biologique d'efficacité dont on se sert beaucoup dans la neurominute optique. Donc, comme on l'a un petit peu dit tout à l'heure, c'est un traitement qui va cibler certaines cellules qu'on appelle les lymphocytes B. Et on sait que l'efficacité du traitement est en grande partie corrélée, son efficacité clinique, donc sur le fait d'empêcher les nouvelles poussées, est fortement corrélée à son efficacité biologique, donc le fait de garder ces fameux lymphocytes B bas, à 0 globalement, dans le sang. Donc, on a cet élément qui nous aide à surveiller l'efficacité de notre traitement. Et donc, aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à proposer une réduction de dose chez les patients qui sont stables depuis au moins 2 ans pour essayer de passer à 500 mg pour justement essayer de limiter la dose cumulée au cours du temps, limiter les effets indésirables potentiels, notamment sur le plan infectieux, limiter le risque d'hypogammaglobulinémie dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est des réflexions qui sont en cours. On essaye d'être prudent, donc ça se fait doucement. Mais c'est vraiment des réflexions qui sont d'actualité et qui sont extrêmement importantes, puisque le but, c'est d'essayer toujours de maintenir l'efficacité du traitement tout en donnant le moins de doses possible au cours d'une vie pour un patient donné. On a une question sur une personne qui est atteinte d'une MOGAD, qui a fait une inflammation du nerf optique et qui demande s'il y a des atteintes sur la moelle épinière. Alors, dans ce cadre-là, globalement. Deux questions un peu différentes. La première, la MOGAD, comme la NMO d'ailleurs, va toucher plusieurs territoires. Les territoires les plus touchés dans la MOGAD sont très, très, très fortement le nerf optique. La MOGAD, notamment chez l'adulte, va toucher dans 70%, 80% des cas le nerf optique, et plus rarement la moelle épinière et encore plus rarement le cerveau. C'est vrai surtout chez l'adulte, chez l'enfant, c'est un petit peu différent. Dans la NMO, comme son nom l'indique, c'est quasiment de façon équitable le nerf optique et la moelle épinière. Donc ça, c'est la même maladie qui va s'exprimer cliniquement un peu différemment. Mais l'autre question qui était sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs maladies en même temps? Et la réponse est malheureusement oui. Notamment dans la NMO aquaporine 4, on sait qu'on a un sur-risque de faire d'autres maladies auto-immunes, parfois d'autres maladies rares d'ailleurs auto-immunes, parce que probablement ce qui se passe, même si ces maladies, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais vous le savez très bien, ne sont pas considérées comme génétiques au sens où on ne transmet pas un gène de la NMO ou un gène de la MOGAD, on a malgré tout un sur-risque de faire des maladies auto-immunes, on a une NMO notamment, et donc ça pose aussi des questions sur la prise en charge thérapeutique. On a des patients qui vont avoir des maladies inflammatoires du tube digestif associées à la NMO, des maladies inflammatoires rhumatismales associées à la NMO, et donc ça implique des challenges sur la prise en charge thérapeutique. On a la chance, heureusement, d'avoir des molécules, notamment le rituximab, qui sont efficaces sur plusieurs de ces maladies auto-immunes, qui vont pouvoir régler les problèmes les uns avec les autres, mais c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs maladies associées. J'ai vu dans le chat aussi une question par rapport au cancer.
et ces maladies? La réponse est plutôt très rassurante. Aujourd'hui, on n'a aucun argument pour penser que ces maladies soient associées à des cancers. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de chercher un cancer quand on fait le diagnostic de NMO. C'est deux maladies totalement différentes. On a malheureusement, comme la population générale, comme vous le savez, il y a de plus en plus de cancers en population générale et ça ne protège pas du cancer d'avoir la NMO, mais par contre, ça n'augmente pas le risque de cancer d'avoir la NMO. Il n'y a pas de corrélation. Et donc, si on vous résume, être atteint d'une maladie rare ne protège pas contre une autre maladie rare, voire peut créer zéro de sensibilité. Il n'y a pas forcément de corrélation directe, mais on peut avoir un contexte de fragilité. Exactement. On nous parle souvent de sarcoïdose. C'est un diagnostic différentiel ou c'est une maladie qui peut être associée à la neuromyélite optique? Moi, c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs une des pathologies qu'on essaye de prendre en charge dans le cadre du centre de référence maladies rares. La sarcoïdose est une maladie qu'on appelle systémique, qui va toucher plusieurs organes, dont parfois le système nerveux, donc on appelle une neurosarcoïdose. Elle peut mimer la NMO, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas une NMO-sarcoïdose. C'est deux maladies totalement différentes, mais comme vous l'avez dit, c'est un diagnostic différentiel qu'il faut connaître, parce que pour le coup, la sarcoïdose a aussi des traitements très spécifiques. Est-ce que l'immunosuppression induite par le traitement cause une fatigue au long cours? C'est une question importante pour les patients. Si je peux répondre, pendant mon errance diagnostique, je ne savais pas que j'avais la neuromyélite optique. J'avais des grands moments de fatigue avant mon traitement. Oui, c'est une très bonne remarque, c'est-à-dire qu'il est très difficile. La fatigue étant alors, c'est un symptôme extrêmement fréquent, sinon obligatoire de toutes ces maladies dont la NMO et la MOGAD font partie, mais la cause de cette fatigue est très variée. La maladie peut provoquer la fatigue en elle-même, bien sûr. Le vécu émotionnel de la maladie, quand on a une maladie chronique, une maladie pour laquelle le diagnostic est compliqué, une maladie pour laquelle on se sent isolé, la charge mentale est très intense et ça fatigue. Quand on fait un diagnostic de maladie rare, souvent il y a ce espèce de chape qui se tombe sur les épaules. On ne peut pas le savoir, on va mieux tant qu'on ne le sait pas en fait. Bon, voilà. Et puis après, pour répondre à la question elle-même, qui est celle du traitement, oui, certains traitements peuvent en soi provoquer de la fatigue. Pas trop les immunosuppresseurs classiques par voie orale, comme l'azathioprine ou le mycophénolate, ce pas des médicaments qui fatiguent eux-mêmes. Par contre, certains traitements en perfusion, notamment le rituximab, au moment de la perfusion, les jours qui suivent, il est quand même assez fréquent d'être fatigué parce que c'est un produit extrêmement puissant qui fatigue, mais cette fatigue est plutôt transitoire. La fatigue peut aussi être liée, dernier point, à des troubles du sommeil, comme je l'ai dit, sont pas rares dans ces maladies, peut être aussi de causes multiples, liées à la maladie, liées au vécu émotionnel de la maladie, liées au traitement qu'on peut prendre aussi, qui peut avoir un impact sur le sommeil. Pour répondre, avant de dire que c'est forcément le traitement qui fatigue, peut-être essayer d'identifier qu'est-ce qui me fatigue, dans quelle situation je suis fatigué et quelles options je pourrais aussi développer pour lutter contre cette fatigue. C'est aussi les maladies du cerveau. Exactement. Donc, sommeil, cerveau, c'est intimement lié. Pour rebondir du coup sur ce que disait Romain, dans la sclérose en plaques de manière ancienne et dans la NMO de manière plus récente, on essaye justement de proposer aussi des prises en charge un petit peu globales de cette fatigue, notamment dans des ateliers qu'on appelle d'éducation thérapeutique. Alors c'est un terme qui a été choisi par nos instances de santé, mais qui est un terme toujours très heureux parce que ça ne concerne pas que la thérapeutique, ça ne concerne pas que les traitements. On propose à Lyon, dans plein de villes, dans certains centres de rééducation, justement des ateliers centrés autour de la fatigue où justement interviennent plusieurs types de professionnels de santé pour essayer de décortiquer justement cette fatigue et à quoi elle est due, dans quelles circonstances elle apparaît et quelles solutions on peut essayer d'apporter, quelle aide on peut essayer d'apporter aux patients. Donc ça, c'est un aspect qui nous préoccupe beaucoup, qui est complexe, mais qui est extrêmement important à prendre en charge. Il y avait une question sur est-ce que quand on est en France, on peut participer à des essais thérapeutiques sur la MOGAD. Alors les essais thérapeutiques sur ces maladies rares, l'information est importante, ils sont tous mondiaux. Ces maladies étant tellement rares qu'on ne peut pas se limiter à des essais thérapeutiques nationaux, américains ou japonais. Donc ce qui a été le cas pour les 3 essais thérapeutiques dans la NMO est le cas pour les essais thérapeutiques dans la MOGAD. Et oui, en France, il y a aujourd'hui 3 centres pour ces 2 essais et j'ai été en contact avec les laboratoires pharmaceutiques qui développent les produits dans la MOGAD. Ils veulent ouvrir à d'autres centres. Donc oui, si vous êtes français et souffrez de MOGAD, vous pouvez avoir accès à ces essais thérapeutiques. On s'adresse à qui? Vous êtes adressé à ce dont on a parlé toute la journée, toute la soirée, les centres de référence maladies rares, les CRCCEP, l'association. Voilà, j'allais dire, peut-être l'association qui va vous relayer aussi. Exactement. C'est pas l'association qui va vous inscrire dans les essais, mais par contre qui saura vers qui vous envoyer pour être intégré. Parce que voilà, il y a vraiment un partenariat, c'est vraiment important de le souligner, ce partenariat de rapprochement finalement des patients et des centres.